Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan sera la capitale de la francophonie en accueillant les 8e Jeux de la francophonie. Pour réussir le pari de l'organisation, le Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, effectue régulièrement à Abidjan des missions pour des séances de travail avec le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF. C'est dans ce cadre que s'inscrit la 10e mission du CIJF à Abidjan, dont les travaux ont démarré ce lundi 27 juillet 2015 au siège du Comité national à Abidjan-Cocody. Cette mission vise à finaliser les plans opérationnels sport au niveau du football et culture, au niveau des marionnettes géantes. Selon le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, Mahama Lawan Seriba, cette rencontre est capitale car elle permet au CIJF d'avancer dans les préparatifs et de visiter les infrastructures. À 2 ans de l'ouverture des Jeux à Abidjan, il a indiqué que le tirage au sort des 16 nations de football qui prendront part à ces 8e Jeux est prévu pour novembre 2016. Les 8e Jeux de la francophonie mobiliseront 4000 athlètes et artistes et 12 000 accréditations seront délivrées. La rencontre d'Abidjan qui s'achève le 1er août sera l'occasion pour le CIJF et le CNJF de paraffer des documents en vue de la recherche de partenaires et de la couverture télévisuelle des 8e Jeux de la francophonie. Les experts visiteront les sites sportifs et culturels retenus. CBCG de Cocody ce matin, la cour grouille de monde. C'est dans ce centre que tous les étudiants de la filière gestion commerciale d'Abidjan composent pour les épreuves de TVN, les techniques de vente et de négociation. Les différentes listes de noms affichées sur les tableaux sont visitées par les candidats. Je suis là aujourd'hui matin pour voir les jours de passage des différentes matières. Je suis venu pour interroger les étudiants. Je pense qu'on a fait une programmation selon l'ordre d'arrivée et ça a déjà débuté. Nous, on passera donc demain. Dans les salles, les choses sérieuses ont commencé depuis 7h30. Certains candidats préparent les sujets, d'autres par contre se soumettent aux questions des examinateurs. Sur notre listing, nous avons 35 étudiants. Et chaque étudiant a droit à passer 15 minutes devant nous. Nous l'interrogeons d'abord sur les questions de cours, également la pratique, c'est-à-dire que les simulations de vente. On m'a demandé de présenter un produit. Franchement, c'est bien passé. Demain, je passe en anglais à 13 juillet. Ça se passe très bien dans l'ensemble. Bon, les sujets, les questionnaires sont abordables. On répond facilement. On est un peu stressé, mais ça va. Selon le vice-président du jury, aucun problème majeur n'est à signaler dans son centre. Pour Abidjan, nous avons 7681 candidats pour la filière gestion commerciale. On a ouvert 56 jurys, avec deux examinateurs par jury, ce qui fait un total de 112 enseignants et ça se passe bien pour le moment. 3 matières sont au menu de ces épreuves orales du brevet des techniciens supérieurs BTS. L'anglais, les techniques de vente et de négociation TVN et l'informatique. Après les épreuves orales, les candidats vont affronter les épreuves pratiques du 1er au 8 août et finiront par les épreuves écrites du 10 au 17 août. Pour cette session 2015, ils sont 62 700 candidats. Les résultats de cet examen sont prévus pour le 15 septembre prochain. L'organisation du Hajj et de la Umrah n'est pas chose facile. De nombreuses difficultés rencontrées par les organisateurs. L'année dernière, Mina, vous savez que c'est un pays où il fait chaud, les climatisations ne marchaient pas. Quand c'est comme ça, le pèlerin n'est pas à l'aise, il ne s'adonne pas dans l'aisance à l'adoration de Dieu. Le coût du transport augmente et les partenaires saoudiens de plus en plus ils nous imposent prendre la moitié de nos contingents. Pour une meilleure prise en charge des pèlerins, la COPACHO s'active pour la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel. La COPACHO, c'est la conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Umrah. Elle regroupe 11 États au sud du Sahara. Objectif visé par cette deuxième conférence, c'est de parler d'une seule voix pour faire face aux obstacles rencontrés en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en pleine mutation, comme j'ai dit dans mon discours. Vraiment, c'est des choses très modernes maintenant. Ils sont équipés de tapis roulants. Ce n'est pas comme l'escalier traditionnel. Là. Or, nos gens viennent directement de la campagne. Il faut faire attention à tout ça. Il faut les encadrer. Il faut éviter qu'il y ait des accidents malheureux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les pèlerins de la sous-région se sentent mieux en Arabie Saoudite et reviennent ici en bonne santé?
Le ministre Albert Mapritouakeus, parrain de la cérémonie, a loué cette initiative tout en insistant sur la nécessité de relever ce défi. Il s'agit de favoriser le partage d'expériences, des mécanismes et politiques en matière d'organisation du Hajj et de la Umrah et de créer un cadre juridique favorable à l'établissement de partenariats entre les structures publiques en charge de ces pèlerinages et les prestataires de services. La conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Umrah, COPACHO, c'est plus de 150 000 pèlerins, dont 5 600 Ivoiriens, qui prendront le premier vol le 27 août prochain. Aux Émirats arabes unis, l'un des pays les plus arides au monde, ces chercheurs se sont fixés un défi ambitieux: faire tomber la pluie sur commande. Grâce à ces avions, les équipes du Centre national de météorologie et de sismologie ensemencent les nuages avec du sel, à l'aide de fusées placées sur chaque appareil. Au moindre nuage propice, les équipes sont prêtes à décoller. Si nous avons un courant d'air ascendant léger, nous tirons généralement 1 ou 2 fusées. Si nous avons un fort courant d'air ascendant, nous en tirons 4, parfois 6 dans les nuages. Sur ces images fournies par les chercheurs, l'avion se prépare à envoyer des cristaux de sel dans les nuages afin d'augmenter la condensation et de provoquer une pluie artificielle. Une ressource précieuse dans cet état qui fait partie des 10 pays les plus pauvres en eau au monde, avec 78 mm de pluie tombée en 2014 contre plus de 850 mm en France. C'est fantastique, nous sommes en communication avec les techniciens par radio et dès qu'il y a de la pluie, il y a beaucoup d'excitation, surtout depuis la terre ferme. On les entend nous dire « Nous avons de la pluie, de la bonne pluie ». On peut entendre que les gars sont heureux. Aujourd'hui, l'eau du pays provient essentiellement de grandes usines de dessalement. Les Émirats sont le 2e producteur en eau de dessalement dans le monde, juste après l'Arabie Saoudite. L'ensemencement des nuages en est encore à un stade expérimental. Cette technique est également à l'essai en Chine et aux États-Unis. Et d'après les responsables du projet, elle pourrait s'avérer plus efficace et bien plus économique que le dessalement. Je me souviens qu'en 2010 ou en 2009, il y a eu de grosses averses dans les Émirats et nos avions fonctionnaient à plein régime. Et en comparant cette quantité de pluie à la production d'eau d'une usine de dessalement, des études ont montré que ça avait été l'équivalent de 9 années de production d'une usine, comme celle de Tawila à Abu Dhabi. Pour accompagner ces efforts, les Émirats se sont lancés dans des constructions massives afin de recueillir l'eau de pluie qui coule dans les vallées. Au total, le pays compte désormais 130 barrages et digues et peut ainsi stocker plus de 120 millions de mètres cubes d'eau. En plus de décider quand tombe la pluie, les Émirats ambitionnent désormais de ne pas en perdre une goutte. Adelfas, quartier populaire au sud-est de Madrid, un potager au pied des immeubles. Félix, arrivé en Espagne en 2000, travaillait dans la construction. Il gagnait jusqu'à 3 000 € par mois. C'était avant 2008 et l'éclatement de la bulle immobilière. Depuis 5 ans, il est au chômage. C'est comme une thérapie. Pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est une thérapie pour oublier le chômage et la crise. Ça nous aide beaucoup. Les jardins urbains apparaissent souvent sans autorisation sur des parcelles de terrain dont la propriété n'est pas clairement définie, comme ici, en contrebas d'une voie ferrée. En moins de 10 ans, le nombre de potagers a été multiplié par 6 en Espagne. On en compte aujourd'hui plus de 15 000 répartis dans 200 villes. Ces jardins, leur essor et leur multiplication sont liés à des crises, que ce soit des crises économiques, des crises militaires ou encore des crises sociales. Certains jardins naissent d'une initiative privée. Ici, l'ordre religieux San Juan de Dios accueille des sans-abri. Ils sont 5 à cultiver des légumes et des plantes aromatiques. Un potager bio dont la récolte est destinée à la cantine du foyer. Ça m'aide à me sentir vivant, avec du courage et l'envie de continuer et de revenir à la vie avec plus de force. Se sentir comme un cadavre sur le marché du travail, c'est très difficile à assumer. D'une certaine manière, participer à ce projet, ça apporte beaucoup d'équilibre. D'autres encore investissent des terrains à l'abandon en plein centre-ville. À 2 pas du musée d'art contemporain Reina Sofia, ces cultures ont remplacé les ordures et les seringues usagées. L'idée, redonner une âme au quartier.
Ici, nous ne cultivons pas les aliments, nous cultivons les relations et les sentiments. En réalité, on vient pour créer une vie de quartier et connaître ses voisins. La production est infime. Les initiateurs se revendiquent de la génération des indignés qui viennent de conquérir la mairie de Madrid. Ils espèrent bien que la nouvelle équipe municipale leur accordera l'autorisation définitive d'occuper les lieux.